3h47 du matin, le 11 avril 1945, le docteur Henri Müller se tenait immobile dans son laboratoire Messerschmitt aux abords de Munich. Il nourrissait le foyer, un à un, de 847 pages d'analyse technique, chaque page, le fruit de 6 mois de labeur acharné. Chaque diagramme, la documentation implacable de son échec, les hélices contrarotatives du P-38 Lightning américain, le design à double fuselage, un affront au principe de l'ingénierie allemande. L'autonomie de 2092 km, une aberration compte tenu de la métallurgie des années 40. Ses mains tremblaient, tandis qu'il contemplait des années de recherche réduites en cendres. Au dehors, les forces américaines n'étaient plus qu'à 75 km et se rapprochaient à grande vitesse. Dans 11 heures, elle découvrirait son laboratoire, mais jamais elle ne mettrait la main sur la preuve de la plus grande humiliation de l'Allemagne. Le fait que des ingénieurs aéronautiques américains aient créé une technologie si avancée que la seule réponse allemande fut de brûler la preuve de son propre échec. Vous pensez que le vol de technologie est une invention moderne? L'espionnage industriel, les secrets de fabrication? La Seconde Guerre mondiale fut la toute première course à la technologie. Et le P-38 Lightning est devenu l'avion que l'Allemagne a désespérément tenté de comprendre, de copier, de vaincre. Échec sur toute la ligne. Le docteur Henri Müller n'était pas n'importe quel ingénieur, c'était le plus grand concepteur d'avions d'Allemagne, l'homme qui avait amélioré le ME-109, qui avait conseillé sur le jet ME-262, qui avait accès à tous les avions alliés capturés. S'il y avait bien quelqu'un capable de percer les secrets du P-38, c'était lui. Hermann Göring lui avait personnellement confié l'opération Fourchette en septembre 1943, un nom de code ironique. Car le design à double fuselage du P-38 ressemblait à une immense fourchette dans le ciel. La mission était simple. Découvrir comment l'Amérique l'avait construit. Découvrir comment le vaincre. Ou mieux encore, découvrir comment le copier. La confiance était stupéfiante. L'ingénierie allemande dominait l'Europe. Ses chars étaient supérieurs, ses optiques inégalées, sa métallurgie, la meilleure du monde. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Lorsque le premier P-38F capturé arriva au centre d'essai de Rechlin, le 3 octobre 1943, les pilotes d'essai allemands se sont littéralement moqués. Le capitaine François Stigler, un as de la Luftwaffe, se tenait aux côtés de Müller et affirma que le design à double fuselage était aérodynamiquement idiot, que les ingénieurs américains ne comprenaient manifestement rien à la conception d'avions, que cet hideux engin à queue fourchue serait facile à manœuvrer. Müller hocha la tête. Il était d'accord, il avait tort, ils avaient tous terriblement tort. Le premier vol d'essai eut lieu à 14h18 le 7 octobre 1943. Le capitaine Stigler emmena le P-38 capturé à 4500 mètres au-dessus de la Bavière. Müller observait depuis le sol avec des jumelles et un carnet. La mission de Stigler était de trouver des faiblesses, d'identifier des vulnérabilités, de prouver la supériorité allemande. La radio crépita à 14h31. La voix de Stigler avait changé. La confiance avait disparu. Il prononça 4 mots qui glacèrent le sang de Müller. Ceci change tout. Tout. Stigler atterrit 47 minutes plus tard. Il sortit du cockpit dans un silence absolu, se dirigea directement vers Müller et lui dit quelque chose que Müller allait noter dans son journal ce soir-là. Nous ne pouvons pas construire ça. Nous n'en avons pas la capacité industrielle. Nous n'avons pas la métallurgie. Nous n'avons pas la fabrication de précision. Et même si nous avions les 3, nous avons 5 ans de retard. Müller exigea des détails. Qu'est-ce que Stigler avait spécifiquement découvert à 4500 mètres qui avait changé son évaluation si radicalement? Le débriefing de Stigler dura 3 heures. Il décrivit comment le P-38 montait en altitude plus vite que n'importe quel chasseur allemand qu'il avait piloté.
comment les commandes restaient réactives et précises, même à haute altitude. Là où les chasseurs allemands devenaient léthargiques, comment les deux moteurs offraient une redondance qui signifiait que perdre un moteur ne signifiait pas perdre l'avion. Mais ce qui choqua le plus Stigler fut quelque chose qu'il ressentit plutôt qu'il ne vit. La qualité de la construction. Chaque action sur les commandes produisait une réponse exacte. Aucun jeu dans les câbles de commande. Aucune vibration due à des hélices mal équilibrées. Aucun point dur dans le mouvement des gaz. Il dit que c'était comme piloter un instrument de précision au lieu d'un avion de combat. Stigler avait piloté des ME-109 avec 50 heures de combat, qui avaient déjà des manches à balai lâches et des moteurs capricieux. Ce P-38 capturé avait des dommages de combat visibles sur le fuselage, des trous de balles qui avaient été réparés, des cicatrices de bataille provenant de missions au-dessus de l'Afrique du Nord. Et pourtant, il volait plus doucement que des chasseurs allemands tout neufs, sortis directement de l'usine. C'est ce qui brisa la confiance de Stigler. Pas le fait que le P-38 soit rapide, ou bien armé, ou ait une longue portée, mais que la qualité de fabrication américaine soit si constante qu'un avion endommagé au combat fonctionnait toujours mieux que des chasseurs allemands impeccables. Cela suggérait un niveau de contrôle qualité industrielle que l'Allemagne ne possédait tout simplement pas. Mais Müller ne le croyait pas. Pas encore. C'était le plus grand concepteur allemand. Il avait des ressources, il avait du talent, il avait les meilleurs ingénieurs d'Europe travaillant sous ses ordres. L'opération Fourchette prit de l'ampleur. En novembre 1943, Müller avait 47 ingénieurs affectés à plein temps à la rétro-ingénierie du P-38. Ils ont tout démonté. Moteurs, hélices, systèmes d'alimentation, hydraulique, électronique, ils ont mesuré les tolérances au millième de pouce près. Ils ont analysé chaque alliage, chaque soudure, chaque rivet, et à chaque mesure, à chaque analyse, à chaque test, l'horreur grandissait, parce que ce qu'ils ont trouvé n'était pas seulement une ingénierie avancée, c'était une philosophie de fabrication complètement différente que l'Allemagne ne pouvait pas reproduire, même si elle avait 10 ans. Laissez-moi vous dire ce qui a brisé Müller en premier, les hélices contrarotatives. Sur le papier, c'est simple. 2 hélices tournant dans des directions opposées pour annuler le couple. Les ingénieurs allemands comprenaient la théorie. Ils avaient proposé des conceptions similaires en 1938, mais la théorie et l'exécution sont des univers complètement différents. Les moteurs Allison V1710 du P-38 entraînaient des hélices qui tournaient vers l'intérieur, l'une vers l'autre. L'hélice du moteur gauche tournait dans le sens des aiguilles d'une montre. L'hélice du moteur droit tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cela annulait l'effet de couple qui faisait que les chasseurs monomoteurs voulaient rouler vers la gauche au décollage. Mais pour que cela fonctionne, il fallait une fabrication de précision qui stupéfia l'équipe de Müller. Les boîtes de vitesse des hélices devaient être des miroirs parfaits l'une de l'autre. Les dents des engrenages devaient être usinées avec des tolérances de 0,0076 mm, 7 millièmes de millimètre. Tout écart et les engrenages s'useraient de manière inégale, vibreraient et finiraient par tomber en panne catastrophiquement à 7600 mètres d'altitude. L'équipe de Müller mesura la boîte de vitesse capturée avec les meilleurs outils de précision d'Allemagne. La constance de la fabrication américaine était inhumaine. Chaque dent d'engrenage était dans les tolérances. Chaque surface de roulement était lisse comme un miroir. Chaque canal d'huile était parfaitement percé. Müller écrivit dans son rapport de décembre 1943 à Göring que ce niveau de précision de fabrication suggérait une production à la chaîne avec un contrôle qualité qui dépassait les avions allemands construits sur mesure. C'est alors que l'horreur frappa réellement. Ce n'était pas un prototype. Ce n'était pas un avion expérimental à production limitée, c'était une production de masse. Les usines américaines construisaient des P-38 avec ce niveau de précision sur des chaînes de montage à Burbank,
en Californie, les construisant rapidement, les construisant de manière constante, les construisant en quantité qui faisait ressembler la production allemande à un simple atelier de bricolage. Les rapports des services de renseignement le confirmaient. L'usine Lockheed de Burbank produisait 17 P-38 par jour à la fin de 1943. 17 par jour, avec des hélices contrarotatives qui exigeaient une précision que l'Allemagne ne pouvait atteindre, même dans ses meilleurs centres de recherche. Le docteur Henry Müller obtint des photographies de la chaîne de montage de Burbank par le biais des services de renseignement en janvier 1944. Les photos montraient quelque chose qui n'aurait pas dû être possible. Des ouvrières, dont beaucoup n'avaient jamais travaillé dans la fabrication avant la guerre, assemblaient des composants d'avions complexes sur des chaînes de montage mobiles. Rosie la riveteuse n'était pas de la propagande. Elle construisait des P-38 avec une précision qui dépassait celle des maîtres artisans allemands. Les photographies montraient des postes de contrôle qualité tous les 15 mètres le long de la chaîne de montage, des inspecteurs vérifiant les tolérances, testant les composants. Rejetant tout ce qui ne répondait pas aux spécifications, ce niveau de contrôle qualité systématique n'existait pas dans la production aéronautique allemande. Une photo hanta particulièrement le docteur Henry Müller, une jeune femme, probablement âgée de 19 ou 20 ans, installant un ensemble de boîtes de vitesse d'hélice. La légende l'identifiait comme étant Sophie Dubois de Pasadena, en Californie. 6 mois de formation, et elle installait des composants que les ingénieurs allemands, avec des décennies d'expérience, avaient du mal à fabriquer. Comment était-ce possible? La réponse résidait dans la philosophie de production américaine. Ils avaient décomposé des tâches complexes en étapes simples et répétables, créé des gabarits et des fixations qui assuraient la cohérence. Développer des programmes de formation qui pouvaient transformer des travailleurs inexpérimentés en assembleurs de précision en quelques semaines au lieu de quelques années. L'Allemagne s'appuyait sur des artisans qualifiés. L'Amérique avait industrialisé la compétence elle-même. Le docteur Henry Müller montra ses photos à son équipe en février 1944. Il leur demanda d'estimer combien de temps il faudrait à l'Allemagne pour mettre en œuvre des processus de chaînes de montage similaires pour le Me 109. Les réponses variaient de 2 à 5 ans. Et ce n'était que pour égaler les méthodes de production américaines de 1943. Au moment où l'Allemagne rattraperait son retard, l'Amérique aurait progressé encore plus. C'était une course que l'Allemagne ne pouvait pas gagner, non pas parce que les ingénieurs allemands étaient inférieurs, mais parce que l'ensemble du système industriel américain était orienté vers la production de masse de haute qualité. Le système allemand était orienté vers l'artisanat, avec une production limitée. 2 philosophies fondamentalement différentes. Et en temps de guerre totale, la production de masse gagne. Le docteur Henry Müller essaya quand même. L'opération Fourchette Phase 2 débuta en janvier 1944. L'objectif était de construire une boîte de vitesse contrarotative fonctionnelle en utilisant la fabrication allemande. Ils avaient les plans de l'avion capturé, ils avaient les mesures, ils avaient l'analyse métallurgique. Ils avaient les meilleurs machinistes d'Allemagne travaillant jour et nuit. 3 mois plus tard, ils avaient une boîte de vitesse qui fonctionnait. Pendant 11 minutes, à 11h47 le 23 mars 1944. La boîte de vitesse d'essai installée dans un Me 109 modifié tomba en panne de façon catastrophique à 2400 mètres au-dessus de Rechlin. Le pilote d'essai, le lieutenant Pierre Moreau, réussit à peine à revenir vivant. Les dents d'engrenage s'étaient usées de manière inégale, créant des vibrations qui brisèrent le carter de la boîte de vitesse et envoyèrent des fragments de métal à travers le capot du moteur. Le rapport de Moreau ne comportait que 3 mots. Les Américains font de la magie, mais les hélices contrarotatives n'étaient même pas le pire. La conception à double longeron elle-même était le véritable cauchemar.
L'équipe du docteur Henri Muller passa 4 mois à essayer de comprendre pourquoi elle fonctionnait. La théorie aérodynamique allemande disait que la conception devrait être instable. La nacelle centrale contenant le pilote et les canons était reliée à la queue par 2 longs longerons s'étendant vers l'arrière depuis les moteurs. Cela créait des points de contrainte de torsion qui auraient dû provoquer une rupture structurelle lors de manœuvres à grande vitesse. Aurait dû, mais ce n'était pas le cas. Le P-38 pouvait effectuer des virages à 6,5 G à 560 km/h sans dommages structurels. L'analyse de contrainte du docteur Henri Muller montrait que les longerons devraient céder à 4,2 G. Alors, pourquoi ne cédaient-ils pas? La réponse était dans la métallurgie, et cela donna envie au docteur Henri Muller de démissionner. Les Américains utilisaient des alliages d'aluminium que l'Allemagne n'avait pas, l'alliage d'aluminium Alcoa 24 ST, développé spécifiquement pour les avions. Les sections de longerons du P-38 capturées montraient une limite d'élasticité de 300 kg par centimètre carré. Les alliages d'aluminium allemands culminaient à 2660 kg par centimètre carré. Cette différence de 640 kg signifiait que les avions américains pouvaient supporter 23% de contraintes supplémentaires avec le même poids. Le rapport du docteur Henri Muller de février 1944 à Göring comprenait une phrase dévastatrice. Même si nous perfectionnons la conception, nous ne pouvons pas la construire avec les matériaux allemands disponibles. Les rapports des services de renseignement empirèrent les choses. Au milieu de 1944, les espions allemands confirmèrent que les usines américaines d'Alcoa produisaient cet aluminium avancé à un rythme de 1040 tonnes par mois. Rien que pour les avions, la production totale d'aluminium de l'Allemagne, toutes utilisations confondues, était de 820 tonnes par mois. L'Amérique produisait plus d'aluminium de qualité aéronautique avancée que la production totale d'aluminium de l'Allemagne. L'écart industriel n'était pas seulement grand, c'était un abîme qui s'élargissait de mois en mois. Le docteur Henri Muller le savait, son équipe le savait, et le poids psychologique de cette connaissance était écrasant. L'un des ingénieurs du docteur Henri Muller, un métallurgiste du nom de docteur Émile Garnier, fit une dépression en mars 1944 après avoir analysé les échantillons d'aluminium. Il avait passé 6 semaines à essayer de reproduire l'alliage Alcoa 24 ST en utilisant des matériaux et des procédés allemands. Chaque lot échouait au test de qualité, trop cassant ou trop mou, ou criblé d'impuretés microscopiques qui affaiblissaient la structure. Le rapport final de Garnier comprenait une section que le docteur Henri Muller essaya de faire expurger avant qu'elle n'atteigne Göring. Garnier avait calculé que la reproduction de la production d'alliages d'aluminium américain nécessiterait la réorganisation de l'ensemble de l'industrie allemande de l'aluminium, de nouveaux fours, de nouveaux systèmes de contrôle qualité, une nouvelle formation pour des milliers de travailleurs, et même si l'Allemagne commençait immédiatement, il faudrait au minimum 3 ans pour égaler les niveaux de production américains de 1943. 3 ans. Date à laquelle l'Amérique serait encore plus avancée. Garnier écrivit qu'essayer de rattraper la science des matériaux américaines tout en menant une guerre sur 2 fronts était mathématiquement impossible. Les ressources n'existaient pas. La capacité industrielle n'existait pas. Le temps n'existait pas. Il conclut son rapport par une seule recommandation dévastatrice. L'Allemagne devrait négocier les conditions de paix tout en conservant un certain pouvoir de négociation. Parce que continuer à se battre contre un ennemi avec ce niveau de supériorité industrielle conduirait inévitablement à une défaite totale. Göring fit réaffecter Garnier à une station météorologique en Norvège pour cette évaluation. Mais le docteur Henri Muller conserva une copie du rapport, parce que Garnier avait raison. Et le docteur Henri Muller le savait. L'opération Fourchette entra dans sa phase finale en juin 1944.
le docteur Henri Muller abandonna l'idée d'essayer de copier le P-38. Au lieu de cela, il se concentra sur la recherche de moyens de le vaincre au combat. Faiblesse, vulnérabilité, tout ce que les pilotes allemands pouvaient exploiter. Son équipe a mené des combats simulés en utilisant le P-38 capturé contre les meilleurs chasseurs allemands, Me-109 G6, FW-190 A8, même le nouveau Ta-152, un intercepteur à haute altitude. Les résultats furent humiliants. Dans 73 combats aériens simulés entre juin et août 1944, le P-38 en a gagné 68. Les chasseurs allemands, seulement 5. Et ces 5 victoires exigeaient des conditions parfaites, avantage d'altitude, attaque surprise et une supériorité numérique d'au moins 3 contre 1. Les avantages du P-38 étaient écrasants. À des altitudes supérieures à 6000 mètres, les 2 moteurs Allison turbocompressés lui donnaient une puissance que les chasseurs allemands ne pouvaient égaler. Les hélices contrarotatives éliminaient le couple de roulis, le rendant plus stable dans les virages. Le train d'atterrissage tricycle rendait les décollages et atterrissages plus sûrs et plus rapides. L'armement concentré dans le nez, un canon de 20 mm et 4 mitrailleuses de calibre .50, tirant tous à travers l'arc de l'hélice sans synchronisation nécessaire, offrait une puissance de feu dévastatrice. Le rapport d'analyse de combat du docteur Henri Muller, d'août 1944, comprenait une section intitulée « Tactique recommandée contre le P-38 Lightning ». Cette section ne contenait que 2 mots « éviter le contact ». Mais Göring ne voulait pas entendre parler d'éviter le contact. Il voulait des solutions. Il voulait un avion allemand capable de battre le P-38. Il voulait que l'opération Fourchette donne des résultats, pas des excuses. Alors, le docteur Muller a tenté une dernière approche désespérée. Il a proposé une conception hybride, prendre la cellule éprouvée du Me-109, ajouter quelques innovations du P-38 que l'Allemagne pouvait réellement fabriquer. 2 stabilisateurs verticaux pour une meilleure stabilité. Des turbocompresseurs améliorés pour les performances à haute altitude, un armement plus concentré. La proposition fut envoyée à Messerschmitt en septembre 1944. Elle fut rejetée en 11 jours. Pas assez de ressources. Trop tard dans la guerre. Se concentrer plutôt sur les jets. Ce rejet a brisé quelque chose chez le docteur Muller. Il avait passé 11 mois à essayer de comprendre le P-38. À essayer de le copier, à essayer de le battre, et il avait échoué à tout. Les hélices contrarotatives étaient trop précises. La structure à double longeron exigeait de meilleurs matériaux. La capacité de production industrielle était hors de portée. Et même en sachant tout cela, même en ayant un avion capturé à étudier, l'Allemagne ne pouvait pas combler l'écart. Les Américains n'étaient pas seulement en avance dans un domaine, ils étaient en avance en conception, en métallurgie, en fabrication de précision et en production de masse. C'était une supériorité totale. Les entrées du journal du docteur Muller d'octobre 1944 sont déchirantes à lire. Elles ont été déclassifiées en 1983. Le 7 octobre, un an après le premier vol d'essai, il a écrit que le P-38 représentait tout ce qui n'allait pas dans la planification stratégique allemande. L'Allemagne s'était concentrée sur la qualité plutôt que sur la quantité, sur la fabrication du meilleur avion individuel plutôt que du meilleur système de production, sur des ingénieurs brillants travaillant dans petites équipes plutôt que sur des processus industriels qui pouvaient être mis à l'échelle. L'Amérique avait fait l'inverse, et l'Amérique gagnait à cause de cela. Le 19 octobre 1944, le docteur Muller a écrit une phrase qui résumait tout. « Nous ne perdons pas contre de meilleurs pilotes, nous perdons contre de meilleures usines. » En décembre 1944, l'opération Fourchette était officieusement morte. Le docteur Muller a gardé une petite équipe analysant les rapports de renseignement sur les opérations du P-38.
mais la rétro-ingénierie avait cessé. L'analyse de combat avait cessé. Tout le monde savait que la guerre était perdue. La seule question était quand. Le rapport officiel final du docteur Müller était daté du 15 janvier 1945. 53 pages documentant tout ce que l'opération Fourchette avait appris, les spécifications techniques, les exigences de fabrication, l'analyse métallurgique, les données de performance au combat, et sur la dernière page, une seule recommandation. L'Allemagne devrait concentrer les ressources défensives sur les zones où les opérations du P-38 sont improbables, parce que se défendre contre eux est gourmand en ressources et, en fin de compte, futile. Göring a lu le rapport et, selon les archives déclassifiées, il a explosé, a traité le docteur Müller de défaitiste, l'a accusé de saboter le moral allemand, a menacé de le faire arrêter pour diffusion de propagande ennemie. Le docteur Müller fut retiré de l'opération Fourchette le 23 janvier 1945, réaffecté à un rôle administratif insignifiant. Son équipe fut dissoute. Le P-38 capturé fut envoyé dans un entrepôt. Les 847 pages d'analyse, les 11 mois de travail, les découvertes qui auraient pu changer la stratégie allemande plus tôt, tout cela fut classé et oublié, sauf que le docteur Müller n'a pas oublié. Il a gardé ses copies personnelles, ses notes, ses mesures, ses conclusions. Parce qu'il était toujours un scientifique, toujours un ingénieur, toujours quelqu'un qui croyait que la documentation importait. Mais alors que les forces américaines pénétraient en Allemagne en mars et avril 1945, le docteur Müller réalisa que ces documents étaient dangereux. Si les Américains les capturaient, ils verraient tout ce que l'Allemagne avait appris sur le P-38. Chaque faiblesse qu'ils avaient recherchée et qu'ils n'avaient pas trouvée. Chaque force qu'ils avaient essayé de copier et qui avait échoué, ce serait l'humiliation ultime, la preuve documentée que le meilleur concepteur d'avions allemand avait passé 11 mois à essayer de comprendre l'ingénierie américaine et avait conclu qu'il était impossible de la reproduire. Ce n'était pas seulement un échec technique, c'était un échec idéologique. La preuve que la démocratie industrielle américaine avait vaincu le contrôle centralisé allemand. Alors, le 11 avril 1945, avec les forces américaines à 75 km, le docteur Müller prit sa décision. À 3h47 du matin, il commença à tout brûler. Les dessins techniques partirent en premier. Schéma détaillé des hélices contrarotatives, analyse des contraintes de la structure à double longeron, rapport métallurgique sur les alliages d'aluminium. Ensuite, les documents d'analyse de combat, les 73 résultats de combat simulés. Les tactiques recommandées qui se résumaient à éviter le contact, les comparaisons de production industrielle qui montraient que l'Amérique construisait des P-38 plus vite que l'Allemagne ne pouvait les abattre, 847 pages, 11 mois de travail. Tout cela réduit en cendres dans la cheminée de son laboratoire. La secrétaire du docteur Müller, Greta Hoffmann, a déclaré plus tard aux interrogateurs alliés qu'il avait pleuré en brûlant les documents. Qu'il n'arrêtait pas de dire qu'il détruisait la seule analyse allemande honnête de la supériorité aérienne américaine, que les futurs ingénieurs auraient besoin de ces informations pour comprendre ce qui n'avait pas marché. Mais il l'a brûlé quand même, parce que la honte était trop grande, l'aveu d'infériorité était trop complet. Mieux vaut détruire les preuves que de les laisser être capturées et étudiées et utilisées comme preuve que l'ingénierie allemande avait été complètement vaincue. À 14h34 ce même jour, le 11 avril 1945, des éléments de la 9e armée américaine atteignirent le laboratoire du docteur Müller. Le lieutenant-colonel James Harrison dirigeait l'équipe d'enquête. Ils trouvèrent le docteur Müller assis à son bureau, fixant la cheminée. Les cendres étaient encore chaudes. Le rapport de Harrison, déposé le 13 avril, décrivait la découverte de fragments de dessins techniques dans les cendres, bords brûlés, schémas partiels, assez pour voir qu'ils étaient liés à des avions,
mais pas assez pour les reconstituer. Harrison demanda au docteur Müller ce qu'il avait brûlé. Le docteur Müller répondit dans un anglais parfait. Il a dit qu'il avait brûlé la preuve que l'Allemagne avait perdu la guerre en 1943 et qu'elle ne le savait pas. Que le P-38 Lightning représentait un fossé industriel et technologique que l'Allemagne ne pourrait jamais combler et que documenter cet échec lui donnait l'impression de trahir la patrie. Gaspard demanda pourquoi Müller n'avait pas tout détruit complètement. Pourquoi laisser ne serait-ce que des cendres comme preuve? La réponse de Müller devint célèbre parmi les historiens militaires qui étudièrent les interrogatoires d'après-guerre. Il dit que brûler les documents lui donnait l'impression de brûler ses enfants. Il n'arrivait pas à se résoudre à les détruire complètement, à les réduire à néant. Alors, il a laissé les cendres. Une pierre tombale pour l'ingénierie aéronautique allemande, un mémorial au projet qui a prouvé la supériorité américaine. Gaspard ordonna que les cendres soient ramassées et envoyées au service de renseignement américain pour analyse. Mais il n'en restait pas assez pour reconstituer des informations significatives. Les secrets avaient été détruits. La honte avait été cachée. Du moins, c'est ce que Müller pensait. Mais voici ce que Müller ignorait. Les Américains n'avaient pas besoin de ces documents, parce qu'ils savaient déjà tout ce qu'il avait découvert. L'équipe d'ingénieurs de Lockheed avait anticipé toutes les tentatives allemandes de copier le P-38. Ils l'avaient conçu pour être difficile à répliquer. Précisément parce qu'ils comprenaient les avantages de la fabrication américaine. Les hélices contrarotatives exigeaient une précision que seule la production de masse américaine pouvait atteindre. Les alliages d'aluminium nécessitaient une capacité industrielle que seules les usines d'aluminium américaines pouvaient fournir. La conception à double poutre nécessitait des calculs de contraintes que seule la formation en ingénierie américaine produisait de manière constante. Ce n'était pas une supériorité accidentelle, c'était une supériorité conçue, intégrée à chaque spécification. Kilian Dubois, l'ingénieur de Lockheed qui a dirigé la conception du P-38, a déclaré dans une interview en 1952 qu'il l'avait conçu en sachant que l'Allemagne ne pourrait pas le copier, même avec des plans, que le véritable secret n'était pas une technologie unique, mais l'intégration de la capacité industrielle américaine, de la science des matériaux, de la fabrication de précision et de la formation en ingénierie. L'Allemagne pouvait voler une pièce, mais elle ne pouvait pas voler l'ensemble du système. Et sans le système, les pièces ne fonctionnaient pas. Müller avait passé 11 mois à découvrir exactement cela. Et cela l'avait complètement brisé. Le P-38 Lightning a effectué des missions de combat jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La production totale a atteint 10 037 appareils. Construits à Burbank, en Californie, par des ouvriers qui ne se considéraient probablement jamais comme des armes de guerre psychologiques. Mais c'est exactement ce qu'ils étaient. Chaque P-38 qui apparaissait au-dessus de l'Allemagne, au-dessus du Japon, au-dessus de tout territoire de l'Axe, était une démonstration volante de la supériorité industrielle américaine. Un message à 2 moteurs, à double poutre, à hélice contrarotative, qui disait « Vous ne pouvez pas construire ça, vous ne pouvez pas battre ça, vous ne pouvez pas gagner cette guerre. » Le docteur Henry Müller a survécu à la guerre. Il a été interrogé de manière approfondie par les services de renseignement alliés. Son témoignage a contribué à documenter le développement de l'aviation allemande et les échecs de leur programme de rétro-ingénierie. Il n'a plus jamais travaillé dans la conception d'aéronefs. Selon sa fille, interviewée en 1978, il a refusé de parler du P-38 pendant le reste de sa vie, disant qu'il représentait son plus grand échec professionnel. Non pas qu'il ne pouvait pas le copier, mais qu'il avait compris trop tard à quel point l'Allemagne avait été complètement surpassée industriellement. Il est décédé en 1969, à l'âge de 73 ans. Sa notice nécrologique dans la Deutsche Zeitung mentionnait son travail sur le ME-109.
mais ne mentionnait pas l'opération Fourchette. Les documents brûlés. Les 11 mois d'échec, parce que certaines hontes sont trop grandes pour être commémorées, mais l'histoire de ces documents brûlés vous dit tout sur ce que le P-38 Lightning représentait. Ce n'était pas seulement un avion de chasse, c'était une déclaration de philosophie industrielle. Les usines américaines, remplies de Rosie la riveteuse et d'ouvriers qui n'avaient jamais construit d'avion avant 1940, et produisaient une technologie si avancée que les meilleurs ingénieurs allemands ne pouvaient pas la répliquer avec un temps et des ressources illimitées. Ce n'est pas seulement un avantage tactique, c'est un échec et maths stratégique. Et Müller le savait. C'est pourquoi il a brûlé les preuves, parce que certaines vérités sont trop dévastatrices pour être documentées. Si cette histoire vous a rempli de fierté pour la réussite industrielle de la génération la plus grandiose, ce cœur YouTube ci-dessous n'est pas seulement un bouton j'aime, c'est un super merci. C'est ainsi que vous dites à YouTube que l'histoire comme celle-ci compte, que l'arsenal de la démocratie mérite d'être rappelé non seulement pour son courage au combat, mais aussi pour son excellence en ingénierie que les ennemis ne pouvaient littéralement pas comprendre. Les documentaires d'entreprise ne vous parleront pas de Müller, brûlant 847 pages d'analyse des échecs. Ils ne vous montreront pas la guerre psychologique de la supériorité industrielle. Ils vous montreront des combats aériens et des explosions et passeront à côté de la véritable histoire. L'histoire des ouvriers américains à Burbank, construisant une technologie que les ingénieurs allemands appelaient de la magie. Votre super merci dit que ces histoires comptent, que les ouvriers de Lockheed méritent d'être reconnus aux côtés des pilotes. Que comprendre comment nous avons gagné est tout aussi important que de savoir que nous avons gagné. Vous ne soutenez pas seulement une chaîne. Vous préservez la mémoire d'une réussite industrielle qui a sauvé le monde. La liberté que vous avez aujourd'hui de regarder cette vidéo, d'apprendre cette histoire, de ressentir de la fierté pour l'ingénierie américaine, existe parce que des usines en Californie ont construit des avions que les ennemis ne pouvaient pas copier. Même lorsqu'ils avaient des exemples physiques à étudier, ce n'est pas de la propagande. C'est une histoire documentée, vérifiée par l'homme qui a essayé le plus de prouver le contraire et a échoué si complètement qu'il a brûlé les preuves. Les documents brûlés du docteur Henry Müller sont le compliment ultime à l'ingénierie américaine. Lorsque la meilleure réponse de votre ennemi à votre technologie est de détruire la preuve qu'il l'a étudiée, vous avez réalisé plus qu'une supériorité militaire. Vous avez réalisé une domination psychologique. Le P-38 Lightning n'a pas seulement gagné des batailles, il a gagné des esprits. Il a brisé la confiance des meilleurs concepteurs de la Luftwaffe. Il a prouvé que la fabrication distribuée de la démocratie pouvait surpasser le contrôle centralisé de la dictature. Chaque fois que vous voyez une photo d'un P-38 Lightning avec ses doubles poutres distinctives, rappelez-vous ce qu'il représentait pour le docteur Henry Müller. Rappelez-vous les 847 pages qu'il a brûlées à 3h47 du matin, le 11 avril 1945. Rappelez-vous que l'ingénierie américaine était tellement en avance que la réponse de l'Allemagne a été de cacher la preuve de l'écart. Rappelez-vous les ouvriers de Burbank qui ont construit ces avions sans savoir qu'ils créaient une technologie qui serait appelée de la magie par les ingénieurs ennemis. Rappelez-vous que l'arsenal de la démocratie n'était pas seulement une question de quantité, c'était une question de qualité si élevée que la quantité est devenue possible. C'est la véritable histoire du P-38, pas seulement ce qu'il a fait au combat, mais ce qu'il représentait sur deux approches complètement différentes de la guerre industrielle. Et l'une de ces approches a brûlé ses recherches plutôt que d'admettre sa défaite. Laissez un commentaire si votre famille a travaillé dans la production d'avions pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que les ouvriers, les ouvrières qui ont assemblé ces P-38 Lightning en Californie étaient tout aussi cruciaux pour la victoire que les pilotes qui les pilotaient au-dessus de l'Allemagne.
Ils sont la raison pour laquelle le docteur Henry Muller a brûlé ses documents. La raison pour laquelle l'opération Fourchette a échoué. La raison pour laquelle l'Amérique a gagné la course technologique et leur histoire mérite d'être racontée au même titre que celle des as du combat aérien et des héros des champs de bataille, l'équipe P-38 Lightning, contre n'importe quel chasseur allemand, lequel et pourquoi, faites-le-moi savoir ci-dessous. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez vos idées. Vos commentaires sont précieux.